Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Loin de sans foot. Olivier Brett, très heureux de vous accueillir pour cette émission très chargée aujourd'hui. L'Impact de Montréal éliminé officiellement du championnat canadien avec cette défaite en milieu de semaine à Vancouver. Du côté de la France, ça brasse des dirigeants au terrain. On va également répondre à vos questions avec notre segment Sujet chaud en fin d'émission. Tout ça en compagnie de Jean Gounel et Sidney Powell. Messieurs, comment ça va? Salut, ça va? Ça va très bien. Je vais commencer par la question qui m'a été posée tout au long de la semaine, ou du moins depuis cette défaite de l'Impact à Vancouver en milieu de semaine, 3-1 face aux Whitecaps. Sid, tiens, je relance ça dans ta cour. C'est-tu de la faute à Rudy Camacho? Réponse courte? Oui. Vas-y, Oui, un petit peu. c'est la faute de Rudy Camacho. Je pense que l'Impact avait les moyens de gagner 1-0 contre Vancouver. Ils avaient vraiment fait le plus dur au match aller. J'avais vraiment un souci avec le différentiel. Je ne pensais pas que l'Impact pouvait avoir un différentiel de plus 3. Ils m'ont prouvé le contraire au match aller et il y a eu un point de bascule complet à partir du geste de Rudy Camacho. Donc même si c'est un sport collectif, parfois voilà, comme un geste individuel peut changer tout, et c'est le cas pour Impact de Montréal. Et le problème, Jean, quand on regarde ça, c'est que Rudy Camacho se fait expulser au début de ce match-là. Lors du match précédent, ça, je pense qu'il faut lui pardonner parce que les défenseurs ne sont jamais à l'abri d'un contre son camp, mais Camacho marque dans son propre but. Et le match avant ça, si vous faites le calcul puis vous suivez bien, ça fait 3 de suite. C'est lui qui est coupable, on en avait parlé la semaine dernière, de cette mauvaise passe face au Toronto FC qui donne le but à Josie Altidore pour une victoire de 2-1 du Toronto FC à Montréal. Et au final, là, on peut oublier l'expulsion parce que c'est ce but-là qui coule l'Impact de Montréal. Avec un match nul lors de cette rencontre-là, l'Impact serait en finale de championnat canadien. Comment on gère un dossier comme ça où, dans l'ensemble, tu as un défenseur qui donne quoi? 90-95 du temps un rendement correct, mais c'est comme un serveur qui est bien gentil, qui fait bien son travail, mais une fois par week-end, il échappe une soupe sur un invité. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Comment tu gères ça? Non, je crois qu'il faut le recadrer un petit peu. Et puis, je pense que essentiellement, c'est un problème je crois qu'il y a un problème de concentration, d'être dans son truc vraiment continuellement, parce que c'est vraiment une question de régularité. Hein. Tu sais que ça va bien, mais que ponctuellement, tu vas avoir un zzz et tu peux pas le prévoir, tu peux pas le gérer. Ça coûte, oui. Tu parles du match contre Toronto. Moi, je vais revenir quand même sur celui à Vancouver parce que l'expulsion qui amène qui amène le penalty et le premier but arrive dans un moment fort de l'Impact parce que juste à ce moment-là ils sont en train de se créer un nombre, ils mettent de la pression, ils se créent des occasions et ça coupe complètement et là bam bam il y a 2 buts et c'est terminé. Donc c'est vraiment une question de concentration. Ouais, il y a eu en plus pour un accrochage qui est pas dire bénin, mais qui Non, il n'y a est rien. du courant dans un match, quoi. Donc, non, il est plus dans son truc, là. Il est clairement plus dans son truc. Tu le vois qu'il regarde son adversaire et tu sens déjà que c'est en train de partir un petit peu dans tous les sens. Je pense que c'est là, avant tout, qu'il a besoin de le recadrer, d'autant que l'Impact a besoin d'un gars comme ça qui a quand même assez de métier, justement, pour passer au-dessus de ça. Et puis, il n'y a pas non plus une profondeur suffisante pour dire regarde, on peut plus, on n'en veut plus de ce gars. Bien, justement, la profondeur, Sid, on en fait quoi à partir de maintenant? Parce que là, l'Impact s'en va jouer dimanche, le premier de 3 matchs en une semaine, on va dire, entre guillemets, sur la route aux États-Unis, même si ce premier match-là va être à domicile au Red Bull Arena face à l'Union de Philadelphie. Après ça, en milieu de semaine, tu te déplaces en Nouvelle-Angleterre pour jouer les Revs. Tu reviens au Red Bull Arena pour jouer contre les Red Bulls une semaine plus tard. Mais le premier de ces 3 matchs-là, ça va être le 4e de l'Impact en 11 jours, sachant que Emmanuel Maciel va toujours être suspendu. Rudy Camacho va être suspendu. Tu as un 11 de départ qui bouge à peu près pas, à part Lapalainen ou Okonkwo. C'est la seule chose qui a bougé au cours des 3 ou 4 derniers matchs. Tu fais quoi? Est-ce que tu fais tourner ton effectif ou tu tires sur l'élastique et tu risques peut-être des blessures?
C'est certain que, vu la tendance de tactique de Thierry Henry, il va tirer sur l'élastique. Lorsqu'on regarde Ouais. la distribution du nombre de minutes de l'Impact de Montréal, on a clairement un groupe qui est scindé en deux. On en a 10 qui ont fait 400 minutes et plus. On a effectivement Okoko, Lapalainen qui sont autour des 300 minutes avec Oguti. Puis derrière, c'est le néant complet. Corrales, Boyan, Tabla, Chaume, c'est le néant complet en termes de minutes. Et je vois mal Thierry Henry comme changer de ce modèle-là, d'autant plus que niveau comptable, à partir du moment où il a ses 11 titulaires identifiés, l'Impact a gagné. Toutes les fois, il y en a eu un absent, Taider, Piet, Maciel. À chaque fois qu'il y a eu un absent, l'Impact a perdu. Donc, il est peut-être conforté aussi dans ses choix forts. Certain que là, il faudra qu'il fasse rentrer Waterman ou Fanny dans la rotation. Mais Thierry Henry indique clairement qu'il y a un écart entre ceux qu'il considère vraiment les titulaires et le reste de son groupe. Mais ayant dit ça, Sid, euh, moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'un Safir Taider est capable d'enchaîner les matchs comme ça? Parce qu'à partir du moment, si tu l'as dit, que tu as un 11 de départ, tu as tes joueurs, tout fonctionne bien, tu gagnes tes matchs, d'accord. Mais jusqu'à maintenant, ça a été des rotations dues à l'absence pour la naissance d'un enfant, dues à une suspension. C'est pas des absences de longue durée. Là, c'est un Safir Taider, par exemple, et je sais qu'il n'y a pas eu ses meilleurs moments en début de saison, mais là, c'est un gars qui est incontournable dans cet effectif-là. Poste pour poste, Boyan ne peut pas, à mon sens, remplir la même tâche. Qu'est-ce que tu fais si un de ces gars-là se blesse? C'est un risque énorme que Thierry Henry va courir si tu reconduis la même équipe au complet pour les 3 prochains matchs. Oui, mais lorsqu'on en a parlé aussi, il y a une vraie différence de contenu. Tout simplement, par exemple, on prend le cas de Taider, on a mis Urruti à sa place. L'Impact n'a pas tiré au but pendant 60 minutes. C'était vraiment une purge contre le match contre Toronto. Oui, il y avait l'absence de Piet, mais je pense plus que dans l'animation, c'était Taider qui avait beaucoup manqué. L'un des soucis, c'est qu'effectivement, tu veux faire des rotations, je crois, mais on a une telle différence dans le rendu, dans la copie, lorsqu'on insère certains joueurs. Dommage pour Shaw, parce que j'aurais aimé vraiment le voir non seulement dans la place de Maciel, mais on a un tel écart que c'est difficile de donner des arguments à ces joueurs-là, de leur donner un peu plus de minutes. Dans le contexte où Thierry Henry veut se qualifier pour les séries, il ne déroge pas de cet objectif-là. C'est les points qu'il a pris, même parfois quand c'était pas très très beau, il était content de les prendre, de les grappiller, et puis c'est une chance unique pour l'Impact de Montréal avec 18 équipes qualifiées pour les séries, enfin lorsqu'on prend les barrages. Il ne prendra pas la chance tant que c'est pas mathématiquement fait, selon moi. Quand on parle de rotation, Jean, généralement, on parle de joueurs de champ. Peut-être juste un petit commentaire sur Evan Bush, parce que dans la catégorie, tu passes à côté de ton année, là. Tu me diras qu'on est tous dans ce bateau-là avec la pandémie puis une année 2020 qui est assez particulière, merci, jusqu'à maintenant. Mais Evan Bush, lui, se disait au mois de janvier, est arrivé au camp d'entraînement avec sa nouvelle coupe de cheveux, avec un fort doute, j'ai l'impression qu'il allait être numéro 2 derrière Clément Diop, puis il s'est dit, vous allez voir, quand le championnat canadien va arriver, je vais vous montrer que j'ai ce qu'il faut pour être le numéro 1. Oui, vous aimez Clément Diop en ce moment, c'est la saveur du mois, c'est resté la saveur du mois depuis, mais attendez de voir en championnat canadien. Finalement, le championnat canadien n'est jamais arrivé. C'est devenu une séquence de 6 matchs où c'était à la fois des matchs MLS et des matchs de championnat canadien. Une première depuis que l'Impact, ça fait des années, depuis que l'Impact a décidé d'avoir son numéro 1 en MLS puis son numéro 2 en championnat canadien. Evan Bush, en ce moment, là, il doit trouver le temps long, pas à peu près. Non, c'est certain. C'est certain que c'est probablement un des joueurs qui paye le plus sur la situation parce que, comme tu l'expliques, toutes les garanties qu'il pouvait avoir de jouer en championnat canadien se sont envolées. Il est totalement logique par rapport à la réflexion du début de saison et même une fois la saison avancée, de continuer à aller avec Diop parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu peux pas changer. Tu pars avec Diop et c'est pour l'instant l'avenir. Tu vas pas revenir avec Bouche. Ponctuellement,
Est-ce que tu vas le remettre? Je ne crois pas que ce soit vraiment un sujet d'actualité pour Thierry Henry. Il faudra voir probablement un peu plus loin dans la saison. Et là, on revient à ce que disait Sid au niveau comptable et voir à ce moment-là s'il y a peut-être des opportunités de le faire. Mais pour l'instant, je vois mal comment Bush pourrait rentrer dans le 11 de départ actuellement. Oui, c'est pas d'actualité. J'ai beaucoup aimé la parenthèse après, dans la tête de Thierry Henry, parce que chez les Bush, à quelque part dans le West Island, je te confirme que ça doit être d'actualité à peu près Ouais, c'est sûr. à tous les repas en fin de journée. Sid, tu as parlé de la présence de Max. Oui, vas-y. Juste relancer sur un point, notamment quand tu décrivais Rudy Camacho, ça me faisait extrêmement penser à Victor Cabrera. C'est le type de joueur qui va te faire en 80 minutes plutôt de bonne facture, et plutôt d'un coup, il y a un vrai trou d'air, et qui est un rouge, qui est un penalty, qui est une erreur manifeste. Et je me demande, effectivement, sur le long terme, est-ce que c'est quelque chose qui peut véritablement se corriger? On a vu que pour Cabrera, en fait, finalement, non, ça s'est jamais corrigé, ça s'est jamais replacé. Et je me demande si pour Camacho, comment toi tu vois son type de. Parce qu'il ne connaît pas des mauvais matchs. Je dirais même que limite sur la copie, je trouve que les matchs de Raitala sont pires que ceux de Camacho. Mais il y a quelque chose toujours de tellement significatif qui change la bascule d'un match où dans le foot, il n'y a pas beaucoup de points. Je ne sais pas comment toi tu vois ce cas. Ben, la comparaison avec Victor Cabrera pour Rudy Camacho, moi, la première chose qui me vient en tête, puis même à l'époque, je trouvais que c'était un peu cher, il gagnait 250 000, Victor Cabrera. Il ne gagnait pas 800 000 pour un contrat de 4 ans. Je pense que c'est là où le bas blesse à la base pour Rudy Camacho, puis ça établit des attentes qu'on n'avait pas au départ pour Victor Cabrera. Le parallèle entre les deux, par contre, je le trouve intéressant. Là où j'ai une inquiétude en ce moment, c'est que Olivier Renard, le directeur sportif, dit que ce n'est pas une année de transition, c'est une année de construction. Parfait. Ça veut dire que tu veux jeter les bases, les premières pierres de ton édifice. En défense, c'est quoi les bases de cet édifice-là? Est-ce que c'est Louis Banks? Il s'en va à Bologne, théoriquement, au mois de janvier. Est-ce que c'est Karifa Yao? Il n'a pas joué une minute qui a été signé de l'Académie. Est-ce que c'est Joel Waterman qui arrive de la CPL? Non. Est-ce que c'est Rod Fanny qui approche de la quarantaine? Non. À quelque part, ta stabilité là, pour les 2 prochaines saisons, c'était Rudy Camacho. Puis là, tu viens de te prendre un coup en plein dans les dents sur les dernières semaines parce que les joueurs et l'entraîneur ont complètement changé leur ton après une grosse erreur face à Toronto qu'on a pardonné en disant on en a tous fait des erreurs, l'important c'est d'apprendre puis pas de les commettre à nouveau. 2 semaines plus tard, on dit on va gérer ça à l'interne. Il y a quelque chose qui a été brisé, là. Et c'est là où ça devient inquiétant, pas juste sur le court terme où tu as des décisions rapidement à prendre, pas sur le prochain match, parce que Rudy Camacho va être expulsé, va être suspendu, mais à son retour de suspension, tu as des décisions à prendre. Et là, tu es obligé de jongler entre est-ce que je suis en train de planifier pour le futur ou juste en train d'aller chercher des résultats à court terme. Je pense que dans les deux cas, il y a très peu de réponses, il y a peu de certitudes. Louis Bing, c'est le seul qui est un incontournable dans cette défense centrale-là, mais il ne sera peut-être pas là au mois de janvier. C'est pour ça que pour la construction de l'équipe, je trouve que c'est un énorme casse-tête. C'est une grosse tuile qui vient de tomber sur la tête de voir Camacho, qui était sur une si bonne lancée dans le jeu globalement, faire des grosses erreurs comme ça. En bon français, là, c'est un énorme setback à mon sens. Bon, je pense que tu as pas mal raison. C'est une bonne analyse, très bonne analyse sur quand tu regardes un petit peu les positions. C'est vrai que le problème avec Camacho, il est d'autant plus central qu'il est donc que chaque erreur, on la voit et elle pèse. Alors que dans le même moment, on sent que de l'autre côté du terrain, offensivement, on est en train de passer à quelque chose. On est en train d'avancer vers quelque chose d'intéressant. J'aime beaucoup actuellement le rôle qui est donné et la responsabilité, les responsabilités données à Kyoto, que je trouve vraiment... moi, c'est peut-être le joueur qui m'a le plus impressionné par rapport à ce que j'attendais au début. Pour l'instant, il offre vraiment, même plus que ce qu'on pouvait attendre. Regarde le but qu'il prend, le but qu'il va chercher contre Vancouver. Ok, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gars dans la surface comme ça, du côté de l'Impact, faire ce travail-là et être solide, s'imposer comme ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se construit. C'est vrai que la problématique que tu poses derrière, elle est un peu embêtante.
juste pour fermer cette parenthèse-là, puis on va passer au prochain sujet, qui en est un offensif, lui aussi, du côté de Miami. Grosse annonce au cours des dernières heures. Mais juste fermer la parenthèse. Romel Kyoto, là, si Orji Okonkwo en 2019 a été MVP, Okonkwo, on lui donne tout de suite. Là. Oui. Tu sais, Louis Banks. Il a déjà fait sur 7 matchs autant qu'au concours sur l'ensemble de l'année. Donc, c'est vrai que ce dossier-là est resté. Et tu parles d'offensivement d'un joueur, moi, Samuel Piette, parce que son premier but était déjà le dimanche. C'est loin, mais j'aimerais qu'on le signe en podcast. Voilà encore un joueur transformé qui a pris vraiment à cœur ce nouveau rôle et qui, en fait, on le voyait déjà même à Orlando, dans le tournoi, comment il cherchait à ce repositionnement, il cherchait à bien faire. Et ce but-là symbolise quelque chose de très intéressant. Et Zachary Bourguer, moi, je doutais qu'il puisse réaliser ces mêmes performances dans un système à 4-3-3, parce qu'en 3-5-2, se projeter sur l'aile, entre guillemets, c'est facile, tout en pensant garder, mais de le faire en un système à 4, comme il le fait, mais c'est très intéressant ce qu'on voit, et puis c'est très dommage que derrière, on ne suive pas sur cette même... C'est drôle que l'Impact, voilà, comme performe mieux à l'attaque qu'en défense, j'aurais jamais cru dire ça, et c'est un peu... c'est dommage. Une équipe, justement, qui devrait mieux performer en attaque, peut-être pas qu'en défense, mais juste mieux performer en attaque, que c'est le cas depuis le début de l'année. Équipe d'expansion, Miami. Après, il y a quelques semaines, la mise sous contrat de Blaise Matuidi. Là, c'est Gonzalo Higuaín. On l'a vu débarquer en Floride à la fin de la semaine dernière. Son contrat avait été résilié avec la Juve, mais là, c'est officiel. Higuaín qui rejoint son frère en MLS, pas avec la même équipe. Federico est avec le DC United, mais Gonzalo, lui, devient attaquant avec Miami. Ça se compare à quoi comme mise sous contrat, ça, Sid? Rooney, de 32 ans. Je pense qu'il a encore un peu d'essence de gaz dans le tank. Je pense que c'est un beau nom. C'est aussi un défi parce que physiquement, on ne sait pas à quel niveau il est. Je pense que Rooney, c'est le meilleur comparatif pour l'Inter Miami qui vraiment avec Matuidi et maintenant Gonzalo Higuaín met le projet là où il a voulu toujours être. Mais c'est un peu significatif de Miami qui a toujours eu des faux départs depuis son entrée dans la ligue. Et puis là, finalement, t'as l'impression que enfin ça devient ce que ça devait être pour la franchise de David Beckham. Fait que si je comprends bien, Sid, là, on va voir Higuaín ici pendant 1 an, puis après ça, il retourne en Italie coacher en 2e division? Je serais même pas surpris. Je ne serais même pas très surpris. Bon, on va laisser ça pour un autre moment. On va passer au segment en temps additionnel, les gars, si vous le voulez bien. Là, Jean, il faut que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé entre l'OM et le PSG. Certains disent que c'est comme le bon vieux temps où il y avait vraiment une grosse rivalité entre les deux équipes, mais quel débordement en fin de rencontre avec Neymar parmi tant d'autres qui se fait sanctionner. Pour Neymar, c'est parti selon lui, selon ses propos de commentaires racistes à son égard. Les deux équipes l'ont complètement échappé. Oui, complètement. Écoute, bon, ce serait facile de dire, OK, on va remettre dans le contexte avec un PSG qui est sensiblement sur une jambe après le mois d'août, difficile. On s'attendait que la reprise de championnat soit très compliquée parce que les conditions ont fait que au niveau préparation, rythme, aussi, fait qu'ils étaient certainement pas prêts à reprendre le train-train régulier du championnat. Tu mets là-dessus un match forcément extrêmement chaud, tendu face à une équipe qui s'est bien remontée, Marseille, et qui a de grosses ambitions. C'est certain que ça faisait tout de suite une super affiche avec beaucoup de tension. Ensuite, c'est PSG Marseille, les gars vont se remonter, tout va être un cran plus intense, un cran plus fort. Et puis de là à ce que ça dérape avec Marseille qui, à ce moment-là, mène et qui s'en va gagner le match. Il est certain que toutes ces petites choses ont créé une ambiance super tendue sur le terrain. Et je ne veux pas dire que c'est pas étonnant, mais le potentiel pour que ça déborde était là, quoi.
Mais ça déborde pas juste sur le terrain. C'est Noël Le Graët, le président de la Fédération française. Si les joueurs l'ont échappé sur le terrain, lui, là, dans la catégorie, tu aurais pu te taire, puis ça aurait été correct, personne ne se serait plaint. C'est hallucinant, ces commentaires qui disent du racisme dans le fond. Tu sais, déjà en 2020, on peut même prendre, ça fait des années là, qu'on en parle à Loin de s'en foutre. Tu nous en as parlé l'année dernière. Tous les incidents en Italie en particulier, mais qui ont fait écho en Premier League avec Raheem Sterling. Comment tu peux avoir un gars dans une position comme ça qui a des propos pareils, comme quoi, ben là, vous faites une tempête dans un verre d'eau, il n'y en a pas de racisme dans notre sport. C'est quoi? Son commentaire, c'est peut-être 1%. Il vit sur quelle planète, lui? Il a une peine de dinosaure. Je pense que ça me fait penser au commentaire de Seb Blatter aussi, qui avait parlé de l'inexistence du racisme dans le foot. Une planète qui, voilà, qui j'espère qu'il va bientôt quitter le monde du foot, puisqu'il y a un véritable décalage entre une réalité qui est perçue par tout le monde, une réalité aussi qui est vécue par certains, et ce type de discours qui balaye un petit peu, voilà, comme les responsabilités que peuvent avoir ces dirigeants d'instance sur les comportements qu'il y a dans les stades et aux alentours, parce que maintenant je pense qu'on peut aussi parler des réseaux sociaux, ça déborde un petit peu sur cet aspect-là. Et Noël Le Graët qui semble, voilà, un petit peu, c'est bon, à bout de souffle. Je pense que on parlait aussi un petit peu du jeu de l'équipe de France il y a 2 semaines. Il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles, comme je pense que la fédération française de football peut améliorer, et même au niveau de la LFP aussi, pareil, la Ligue française de football professionnel. Et ces commentaires-là, voilà, donc sont très décevants, mais en même temps sont révélateurs d'une absence de prise de conscience au niveau des instances françaises. À partir du moment, Jean, ouais, à partir du moment où tu as un gars comme Le Graët qui a des commentaires comme ceux-là et un poste aussi important en France, à quelque part, tu te dis, il faut que la tête roule pour que tu sois capable de passer à un autre dossier et que tu sois capable de changer les choses correctement. Là, tu vois, je sais pas. Je ne sais pas parce que ce que dit Le Graët comme alors bon, la phrase elle-même et les sorti d'un entretien, donc 48 heures après, 3 jours après le match PSG-OM. Tu dis, ok, ça fait 3 jours, je pense qu'il aurait pu aller chercher un petit peu d'informations pour pas tomber dans ce genre de discours-là, parce que là, ça nous a pris 2 heures chacun pour là, tu tapes Google et puis tu vois bien qu'il y a des problèmes partout depuis 20 ans. Non, ce qui me gêne, quand il dit c'est 1% des cas. Là, il en est persuadé. Il en est persuadé parce que le problème, il n'est pas de Noël Le Graët. Et le problème, il est que le système, et là, on parle, quand on parle vraiment systémique, de quelque chose qui est intégré à la structure, à la façon de faire, 1% des cas, c'est fort possible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de dossier administratif, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. Et il n'y a absolument rien qui est fait sur des problèmes qui arrivent régulièrement, semaine après semaine. Alors, oui, il y a 1% des cas parce qu'il y a peut-être dans 1% de plaintes qui sont portées, d'enquêtes qui sont faites. Mais tu regardes que ça arrive régulièrement. C'est cette... comment dire, cette façon de ne pas vouloir faire avancer le sujet, le dossier, qui fait que on va dire, mais vous voyez bien, il se passe pas grand-chose parce que on n'a pas de plainte, on n'a rien qui arrive. C'est là le problème. Il n'est pas forcément Noël Le Graët, il est le fait que toute la structure cherche, ou en tout cas refuse de dire il y a un problème. C'est toute la structure qui dit on va pas perdre notre temps avec ça parce que de toute façon ils vont pas porter plainte, ou bien de toute façon ça va pas aboutir, ou bien c'est des petites broutilles, c'est pas vraiment important. Combien de rapports de match vont mentionner des problèmes racistes ? Effectivement, peut-être moins d'1%.
Mais je suis d'accord avec toi là-dessus, mais à quelque part, sans un leadership qui choisit une autre position, qu'est-ce que tu veux qu'il change dans la structure? C'est un choix que ce gars-là fait de s'attacher à ce qui est peut-être factuellement légitime comme argument. Il y a juste 1% des incidents qui nous sont rapportés. Mais Donald Trump, au début de la pandémie, il disait qu'il n'y avait pas de cas aux États-Unis, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de tests non plus. À un moment donné, ça devient de la malhonnêteté intellectuelle. Puis si tu as un gars qui est au sommet de la pyramide puis qui dit c'est 1% en ce moment, mais moi, j'encourage tout le monde à dénoncer. Puis comme ça, si on voit vraiment qu'il y a une vague réelle qui vient du terrain, une volonté de changement, moi, je vous garantis que je vais me mettre derrière ce projet-là et je vais vous supporter. En ce moment, c'est pas ça. Il a fait de la claquette autour de la question, puis il a décidé un positionnement politique qui se dégage de toute responsabilité. Là, je suis d'accord, Exact. complètement d'accord avec toi. Et ce que je veux dire, c'est que c'est le problème. Je dis pas, c'est pas le Gret, parce que clairement, il est là. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Il est certain que là, dans le discours qui tient, on voit que c'est quelqu'un qui appartient, qui fait partie de ce système-là et qui est très content de voir les choses balayées parce que ça. Et on ne veut pas des choses qui nous gênent et qu'on a notre petit système qui fonctionne parce qu'on est champion du monde et qu'on est ceci, cela. Et on ne veut pas avoir de tâches ailleurs. Alors oui, certainement, Le Gret n'est pas l'homme de la situation face à un dossier comme ça. Ça, il faut être clair et puis il faut le dire. Et je pense qu'il y a depuis mercredi matin que ces propos sont rendus publics. Il y a un mouvement de réaction qui est quand même très très fort et j'espère qu'il va aboutir à quelque chose. Simplement, s'il aboutit à un changement de président de la fédération, et je suis même pas sûr que ça va arriver, mais pour mettre quelqu'un qui est sensiblement de la même clique, parce que le discours est fortement implanté dans cette structure de la fédération française. Hein. Le Gret, il est arrivé en plein milieu de l'affaire des quotas en 2011, et on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose qui ait changé à ce moment-là. Il y a pourtant le DTN de l'époque, là, François Blacquart, qui avait été limogé, et que le sélectionneur national Laurent Blanc, il avait failli démissionner. Il n'y a pas grand-chose qui ait changé depuis. Il y a eu plusieurs incidents. Je ne sais pas si tu te souviens, Willy Sagnol, quand il était à Bordeaux, qui avait eu une sortie assez délirante sur les joueurs africains. Enfin, il y a des problèmes régulièrement qui reviennent, qui sont pris de façon complètement isolée. Jamais personne n'a dit « Waouh, on a un problème majeur quand même ici ». Alors ouais, Le Gret n'est certainement pas la personne qui a le caractère et qui a l'illumination de dire « Waouh, on va s'y attaquer sérieusement ». Parce que c'est certain qu'actuellement, ce n'est pas un problème pour eux. Très rapidement, peut-être avant de passer à notre dernier sujet et de répondre par la suite aux questions de nos internautes, Sid, peut-être un dernier commentaire là-dessus? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un problème systémique, hein, pour prendre un petit peu un mot à la mode, et que malheureusement, je pense que là où je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier, c'est que c'est pas forcément le problème que ce soit 1%, c'est comment tu réagis à ce 1%. Et je crois qu'aujourd'hui, la France, dans un contexte aussi sociétal qui est très très différent, que ce soit comme les États-Unis, du Canada ou même de l'Angleterre, où on voit par exemple qu'ils sont très très impliqués dans tout ce qui est discrimination raciale et autres. Je pense que voilà, la France, c'est peut-être beaucoup plus profond et je crois, comme le dit Jean, que ça dépasse Noël. Le Gret, c'est pas à son niveau forcément, c'est dommageable, mais je crois que c'est très symbolique en termes de beaucoup de soucis qu'il y a en France. Et je te dirais que encore heureux que quand un joueur marque un but, ses supporters le célèbrent, quelle que soit sa couleur de peau. Le temps file, Jean, avant de passer, comme je le disais tout à l'heure, aux questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF, peut-être un petit mot sur... on a beaucoup parlé en Espagne du cas Lionel Messi, avec raison. Pendant ce temps-là, peut-être parce que on se lasse de toujours se demander où est-ce que Gareth Bale va finir par débarquer. Est-ce que c'est sur le terrain à Madrid, sur le banc de Madrid, à la maison à Madrid ou à quelque part en Angleterre? Finalement, ça va être à Tottenham. Oui, c'est certainement pas la destination qu'on a attachée à Gareth Bale depuis maintenant 2 ans qu'on parle d'un possible, probable, certain départ. Gareth Bale, c'est vraiment typiquement le type de problème et de joueur du système qu'on vit, dans lequel on est. Hein. C'est un gars qui a flambé, qui a eu un moment extraordinaire à l'époque à Tottenham,
tout le monde a complètement halluciné en disant voilà un gars qui est technique, rapide, finisseur, qui est capable de faire basculer un match. Tout de suite, le Real arrive et puis qui va chercher dans sa nouvelle période de Galactico 2.0 ou je ne sais pas quel est leur truc là, mais d'aller le chercher. Et dès le début, on a vu que même au moment où ils vont le signer, on pose la question, est-ce qu'il est compatible avec le système d'attaque du Real? Et on a bien vu que on cherchait, et que Florentino Pérez, le président du Real, cherchait auprès de ses entraîneurs à ce qu'on pousse Bale dans un système où il n'était pas forcément valorisé ou son aise. Ensuite, on a un joueur qui a stagné, qui n'a pas été vraiment bien, disons, pris avec Zinedine Zidane quand il est devenu entraîneur, et qui est resté pas mal sur le côté jusqu'à ce que ça s'empire complètement. Et c'est un joueur qui, à mon avis, était par rapport à ce que le Real, parce qu'à un moment, la question c'était Bale était le joueur le plus cher au monde au niveau du transfert, au niveau du salaire. Est-ce que Gareth Bale, à un moment dans sa carrière, valait vraiment ça? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser maintenant en se disant non, peut-être pas. Un joueur qui a probablement été surévalué à un moment, qui a été sous-utilisé pour une raison, parce qu'il ne rentrait pas dans un système, parce qu'il n'était pas forcément compatible avec Cristiano Ronaldo et avec le système mis en place, qui n'a certainement pas rentré dans les plans de Zinedine Zidane, et un joueur donc, qui finalement est devenu invendable, parce qu'à un moment il voulait partir et puis il n'y avait pas vraiment de preneur, on proposait un truc mais il n'avait pas envie. C'était un poids, c'était un boulet au Real, et on sentait qu'ils attendaient vraiment qu'il trouvait vraiment un acquéreur. Il n'y en avait pas au prix qu'il proposait. Finalement, ils ont baissé leur prix et puis Tottenham est arrivé. Sid, la première question qui nous a été posée du côté des sujets chauds, c'est celle de Justin Saint-Arnaud. On va te la poser à toi. Avec la structure cette année en championnat canadien qui est un hybride, dans le fond, on l'a dit, MLS, championnat canadien, équipe MLS, équipe de Canadian Premier League, pas d'équipe de la Première Ligue de soccer du Québec cette année. Mais là, ça veut dire que tu vas te retrouver avec une finale entre une équipe de MLS, en Toronto FC, et de l'autre côté, une équipe de Canadian Premier League. Est-ce que c'est la question de Justin? Est-ce que c'est la meilleure opportunité pour une équipe de CPL pour les 5 premières années d'existence? C'est seulement la deuxième en ce moment de gagner le championnat canadien, de se retrouver en Ligue des champions? Oui, dans le sens que ils n'ont juste un seul match à jouer contre une équipe MLS pour l'emporter. Donc je comprends le sens de la question sur l'idée que peut-être que c'est le ticket le plus simple, bien que pour se rendre là quand même, que ce soit Forge ou je pense que c'est le nom m'échappe de notre équipe qui s'est rendu en finale. C'est pas des Halifax, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Effectivement. Donc eux ont quand même dû remporter comme leur championnat respectif. Donc c'est peut-être à la fois on oublie ce travail-là pour se rendre en finale. Effectivement, en finale, en finale, c'est un seul match contre l'équipe MLS. Lorsque tu regardes la structure du championnat canadien, tu aurais tous les matchs contre des équipes de plus ou moins de ton niveau, et tu aurais forcément 2 matchs à gagner contre les équipes MLS. Bon, je prends pour acquis que ces équipes-là sont en demi-finale. Donc peut-être que c'est, oui, aujourd'hui la plus grande chance, sauf que je pense que la question de notre auditeur oublie un paramètre, ces équipes-là vont progresser. Et je crois sincèrement que ces équipes-là seront meilleures dans les prochaines années qu'elles ne sont aujourd'hui. Donc, on a un format qui, oui, est favorable, mais je pense qu'avec leur niveau de jeu qu'ils auront dans 2-3 ans, peut-être que dans 2-3 ans, ce sera beaucoup plus simple pour une équipe de CanPL de battre une équipe de MLS, et donc à ce moment-ci, rendrait leur accès plus simple pour la Ligue des champions CONCACAF. D'en battre une, peut-être. Mais là, la particularité de 2020, c'est que si tu bats l'équipe MLS, tu es en Ligue des champions. Ça n'arrivera pas dans le futur. Il va falloir que tu battes une équipe MLS au minimum en demi-finale et qu'après ça, tu en battes probablement une autre en finale. Et c'est là qu'il y a probablement une grosse opportunité à saisir. Pas juste pour cette équipe-là, parce que ce serait extraordinaire de se retrouver en Ligue des champions, mais pour la Canadian Premier League. L'image que ça donnerait à une équipe qui a eu
une saison un peu bancale avec un tournoi joué d'un coup à ta deuxième saison seulement d'existence. Bref, je suis pas mal certain que tout le monde du côté de la Canadian Premier League a les doigts croisés en ce moment. Jean, la prochaine question, ça va être pour toi. C'est, on nous demande, Telohuro qui nous demande, qu'est-ce que vous pensez de la motion de censure de la direction du Barça en Espagne? Ouais, écoute, si c'est pour faire partir Bartomeu, il va partir. Hein. Il y a des élections au printemps. Il ne va pas être là, il ne va pas se présenter. Est-ce que c'est une façon de précipiter les choses? Parce que là, le discours, en fait, il est là. On sait qu'il y a un problème majeur qui a été complètement, qui a explosé, qui est ressorti au grand jour avec l'affaire Messi. On sait qu'il y a un problème profond au club, dont on nous dit oui, mais là voilà, Bartomeu va partir, on va changer un petit peu tout ça, ce sera au printemps, il va y avoir de nouvelles choses, on va passer à une nouvelle direction avec comme aboutissement probablement d'ici 1 ou 2 ans l'arrivée de Xavi comme entraîneur. Cette motion-là, c'est probablement, je dirais, pour précipiter les choses en se disant, mais regarde, si on attend ces nouvelles élections, au printemps, on perd une année. On perd complètement une année et c'est probablement, la dernière année de Lionel Messi. Donc, ce qui se passe, c'est de se dire, la dernière à Barcelone, hein, compte tenu de tout ce qui a été dit sur le dernier mois. Donc, c'est un petit peu, c'est d'accélérer les choses pour que cette année-là ne soit pas perdue, ne soit pas une transition, ou en tout cas une année pour faire le vide et puis trouver autre chose. Je pense que c'est avant tout cette motion, c'est pour accélérer et faire en sorte que Barcelone que le Barcelone de Messi soit compétitif dès cette saison. La dernière question, c'est celle de Monsieur Foot qui nous demande, du côté de l'Impact de Montréal, on en a glissé un mot tout à l'heure, Khalifa Yao et Joel Waterman, est-ce qu'ils ont une place dans les plans de l'équipe ou dans les plans peut-être de Thierry Henry, si on veut y aller à plus court terme, même si c'est des joueurs qui ont encore beaucoup d'années devant eux, s'ils continuent à s'accrocher en MLS, sachant qu'ils ont eu aussi peu de minutes, surtout pour Khalifa Yao, quelques-unes surprenantes quand même pour Joel Waterman en début de saison. Est-ce que tu les vois dans les plans de Thierry Henry sur la prochaine année et demie, par exemple? Non, je ne vois pas du tout les plans de Thierry Henry. Je pense que Khalifa Yao, son meilleur avenir est celui de l'équipe U23 qui va se créer pour qu'à la fin il obtienne des minutes. Je pense que du côté de Waterman, oui, dans la défense à 3, dans le début de saison, on l'a vu, c'était assez intéressant, mais l'émergence de Binks a complètement éteint son implication dans le groupe. Maintenant, je pense que Camacho lui donne peut-être une nouvelle porte, mais je serais même pas surpris de voir finalement Raitala en défense centrale et Corrales réinséré dans l'équipe. Donc, je suis pas certain que ces deux joueurs-là ont à court terme un avenir. Après, ils sont jeunes, Waterman un petit peu moins, mais ils sont jeunes. Je pense qu'il n'y a pas non plus lieu de vraiment paniquer, mais dans l'idée d'accumuler des précieuses minutes et d'expérience, je suis pas certain que cette année ce soit la bonne pour eux. Très intéressant. On va avoir l'occasion, j'ai l'impression, d'avoir peut-être un petit bout de réponse à cette question-là au cours des prochains jours de la prochaine semaine, parce qu'il va y avoir des gros choix, comme on l'a dit aujourd'hui pendant l'émission, du côté de Thierry Henry et de sa défense. Les gars, merci. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Tu as l'opportunité d'aller marcher, promener le chien. Là. J'ai l'impression que tu me un message. C'est le cirque, là, oui. Bon, tu es en train de dire qu'il faut aller faire un petit décrassage. Là. Il faut aller faire un tour au parc ou quelque chose du genre. Les gars, merci. Toujours un plaisir. Merci à vous à la maison, dans votre voiture ou bien installé sur une terrasse à quelque part de nous écouter à toutes les semaines sur le rds.ca/balado-diffusion ou sur iHeartRadio et continuez de nous envoyer vos questions tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF.